Aujourd'hui, on va tenter de voir ce que la physique quantique nous dit à propos d'un déterminisme fondamental, mais aussi ce qu'elle ne nous dit pas. Un épisode dans lequel on va tenter de voir les arguments justifiant l'indéterminisme fondamental de l'univers, mais aussi les arguments qui s'y opposent et qui sont donc en faveur d'un déterminisme fondamental. Ça sera également l'occasion d'aborder en chemin les notions de contextualité, de réalisme et de non-localité, toutes les trois essentielles pour se représenter fidèlement la physique quantique. On finira même en parlant de superdéterminisme. Au risque de vous surprendre, en dehors de l'action de mesurer, la mécanique quantique est déterministe. Lorsqu'on décrit l'état d'une particule et son évolution dans le temps avec nos modèles actuels, il n'y a pas de place laissée au hasard. Les descriptions sont étranges, floues, de nature ondulatoire, font appel à la notion de fonction d'onde, mais la dynamique de ces systèmes, la manière dont ils évoluent dans le temps, est déterministe. À un passé correspond un unique futur. Si on parle d'indéterminisme, c'est qu'au moment où on veut observer cette réalité fondamentale, où on veut pouvoir extraire des informations de celle-ci jusqu'à notre échelle macroscopique, ce qu'on appelle réaliser une mesure, le comportement devient aléatoire. On a beau refaire la même expérience en tentant de changer le moins de choses possible, d'éliminer tout bruit extérieur, on ne peut se défaire de ces comportements aléatoires. Et encore plus étrange, il semble impossible d'influencer leurs statistiques, toujours fidèles à nos modèles théoriques, avec une régularité jamais mise en défaut. Deux interprétations s'affrontent. L'une considère que cet aléatoire est fondamental, que certains événements de l'univers ne sont pas fonction du passé. L'autre considère que cet aléatoire est une illusion, qu'il est en fait issu de notre ignorance de paramètres dans la réalité microscopique, de variables cachées, de la même manière que la trajectoire d'une goutte d'eau peut l'être si on ignore la position exacte des molécules sur son trajet. Le premier argument en faveur d'un indéterminisme fondamental dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le fait qu'avant une mesure, le résultat de celle-ci ne soit pas encore déterminé, que c'est au moment de la mesure que le paramètre dont on désire connaître la valeur en prend réellement une. Dans le jargon quantique, on parle d'observables pour désigner ces quantités dont on peut ainsi mesurer la valeur à notre échelle par une expérience, et c'est ce terme qu'on utilisera dans la suite de la vidéo. Avoir des observables n'ayant pas de valeur définie avant mesure est un concept difficile à concevoir. Pour l'illustrer, on va prendre le théorème de Cauchy et Specker. Ce théorème s'intéresse à une observable qu'on nomme le carré du spin. Le spin, on a eu l'occasion d'en parler en détail dans la vidéo du même nom. Pour celle-ci, il n'est pas nécessaire d'en comprendre finement la notion. On va en détailler ensemble les quelques points qu'il suffit d'admettre pour pouvoir continuer. D'abord, comme on vient de le dire, le carré du spin est donc une observable, c'est-à-dire une quantité qu'on peut mesurer. Pour le mesurer sur une particule, il vous faut définir un axe. C'est une grandeur qui n'a de sens que par rapport à un axe. Pour la famille de particules qui nous intéresse, il y aura deux résultats de mesure possibles, 0 ou 1. Enfin, tant que vous changez d'axe orthogonalement, par exemple en mesurant le carré du spin sur x, puis sur y, de nouveau sur x et de nouveau sur y, les résultats seront cohérents. Les deux mesures sur x seront égales, les deux mesures sur y aussi. Tant qu'on change l'axe orthogonalement, tout se passe comme si la particule avait une valeur constante de son carré de spin sur chacun des axes. A l'inverse, il arrive que parfois la mesure quantique modifie l'état, modifie le système que l'on étudie. Et ceci, on peut s'en rendre compte en mesurant notre carré de spin selon deux axes qui ne sont pas orthogonaux. Si on réalise par exemple une mesure sur x, puis sur a, puis de nouveau sur x, il se peut que nos deux mesures sur x ne donnent pas le même résultat. La manière naturelle et classique d'interpréter tous ces comportements est de considérer qu'il y a bien une valeur de carré de spin définie avant la mesure dans chaque direction. C'est-à-dire que la particule est déjà programmée, contient toutes les informations nécessaires pour répondre à la question qu'on va lui poser. C'est ce qu'on nomme une vue avec réalisme. On considère que les valeurs mesurées reflètent des propriétés préexistantes de l'objet. Par-dessus cette vue classique, sans abandonner le réalisme, il suffit d'ajouter le fait que mesurer modifie parfois l'état de la particule, car mesurer c'est nécessairement interagir et donc perturber. Ce que le théorème de Cauchy et Specker montre, c'est que certaines vues simples ne fonctionnent pas. Plus précisément, que le carré du spin ne peut pas simplement être une fonction de la direction sur laquelle on le mesure.
Et ça, étonnamment, c'est en fait assez simple à démontrer. Le théorème de Cauchy et Specker est d'abord basé sur un constat expérimental concernant la famille de particules qui nous intéresse. Lorsqu'on mesure le carré du spin d'une de ces particules selon 3 axes perpendiculaires, il y aura toujours 2 de ces directions où l'on trouvera 1 et l'une où l'on trouvera 0. On parlera de règle 1-0-1. Gardez bien en tête que c'est une constatation expérimentale sur un triplet d'axes orthogonaux. Entre eux, exactement une valeur de carré de spin sera nulle. Le théorème de Cauchy et Specker utilise cette observation et considère un ensemble de 33 directions. Le cube rouge ici n'est qu'un repère de construction. Ce qui nous intéresse, ce sont les axes. Plaçons-nous dans un contexte avant mesure et supposons que le carré du spin soit une fonction de la direction, que la particule ait déjà en tête les réponses qu'elle donnera pour la valeur de son carré de spin si on la lui demande sur une de ces 33 directions. Parmi ces 33 directions, certains triplets d'axes sont orthogonaux entre eux. La règle 1-0-1 nous dit que sur un triplet orthogonal, on doit avoir 2 valeurs 1 et une valeur 0. Dans notre contexte avant mesure, ce qu'on se demande, c'est donc s'il est possible de trouver un arrangement des valeurs de carré de spin sur nos 33 axes et qui vérifie bien la règle 1-0-1 sur tous les triplets orthogonaux. Ce que le théorème de Cauchy et Specker montre, c'est qu'un tel arrangement n'existe pas. Il n'est pas possible d'attribuer une valeur de carré de spin pour chacune de ces 33 directions qui vérifiera la règle 1-0-1 pour tous les triplets orthogonaux parmi ceux-ci. Pour le démontrer, il suffit de tenter de construire une telle distribution et on arrive assez vite à une contradiction. Je vous invite à vous référer au lien en description pour voir les étapes d'une telle démonstration. Alors qu'est-ce que ça démontre exactement ? Cela démontre qu'une vue réaliste simple, dans laquelle la particule répondrait une valeur de carré de spin en fonction uniquement de la direction sur laquelle elle est interrogée, ne fonctionne pas. C'est incompatible avec l'observation expérimentale, la règle 1-0-1. Et il y a 2 manières de résoudre ce problème. La manière la plus simple est de revenir sur l'idée que toute mesure modifie quelque chose dans l'état interne de la particule, et que donc les valeurs mesurées ne sont pas uniquement en fonction de la direction, mais sont en fonction d'un contexte potentiellement influencé par les mesures précédentes. C'est une vue avec réalisme, où ce qu'on mesure est bien dans l'objet, sous une certaine forme, mais juste parfois modifié par nos interactions avec celui-ci. La règle 1-0-1 ne serait jamais ici vraiment vérifiée par l'objet, mais uniquement par les séquences chronologiques de 3 mesures orthogonales. Cette interprétation, où l'historique de la particule joue un rôle important, est ce qu'on nomme la contextualité. La manière la plus subtile, c'est de considérer que les observables ne sont en fait pas toujours définis, ne sont pas réellement des propriétés de l'objet qu'on mesure. Dans cette conception, il faut voir de manière inséparable l'objet d'étude et l'appareil de mesure, et considérer que l'observable en question révèle quelque chose sur ce couple objet-appareil au moment précis de leur interaction pour produire une valeur. C'est une vue où on ne peut pas réfléchir contrefactuellement et se demander par exemple ce qu'aurait été la valeur si on ne l'avait pas mesurée, car il n'y aurait pas eu de sens à parler de celle-ci. Pour cette interprétation, on peut parler d'indétermination ou de négation du réalisme. Des expériences de ce type, il y en a plusieurs et c'est l'explication subtile qui semble être l'interprétation la plus consensuelle. Avant une mesure, la valeur de beaucoup d'observables peut être fondamentalement indéfinie. En résumé, ce que le théorème de Cauchy et Specker, ainsi que d'autres de la même famille, montrent, c'est qu'il est impossible d'attribuer des valeurs préexistantes à certains ensembles d'observables, tout en préservant également les relations fonctionnelles et expérimentales qu'elles ont entre elles. Un exemple d'indétermination connue est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dit que si on connaît précisément la valeur de la position d'une particule, alors on ne connaît pas précisément la valeur de sa vitesse, et que si on connaît précisément la valeur de sa vitesse, on ne connaît pas précisément la valeur de sa position. Il est en fait assez mal nommé et devrait donc plutôt s'appeler le principe d'indétermination d'Heisenberg. Lorsque la position est connue, ce n'est pas qu'on ignore la valeur de la vitesse avec une grande incertitude, mais que cette valeur n'existe pas, est indéterminée et ne prendra sens que lorsqu'on réalisera une mesure de celle-ci. Tout ceci peut sembler n'avoir aucun sens, mais il y a au moins une manière de l'aborder qui en rétablit un, et on en a parlé dans l'épisode sur la mesure quantique.
Il s'agit de considérer que beaucoup d'observables macroscopiques sont en fait des quantités émergentes, que la réalité fondamentale est beaucoup plus riche que ces quantités macroscopiques, qu'elles puissent être dans des états désorganisés dans lesquels ces quantités macroscopiques ne sont pas bien définies, et que l'opération de mesure contribue à leur organisation et fasse émerger la valeur mesurée. Revenons à notre question initiale. Qu'est-ce que la contextualité ou la négation du réalisme nous disent sur le déterminisme ou l'indéterminisme fondamental de la réalité? De prime abord, ça semble assez clair. On constate qu'on a des observables indéterminés, on aurait donc envie de conclure que la physique est indéterministe. Mais en fait, c'est une confusion, une erreur de raisonnement. Car ce qu'on a dit ici s'intéresse à la question quand les observables sont-elles définis, quand il y a un sens à leur attribuer une valeur, alors que la question entre déterminisme et indéterminisme s'intéresse, elle, à comment ceci se produit. Et ces deux questions sont en fait relativement indépendantes. On pourrait concevoir un monde dans lequel les observables sont toujours définis, mais que leur valeur change de manière purement aléatoire, tout comme on pourrait concevoir un monde dans lequel les observables ne sont pas toujours définis, dans lequel c'est la mesure qui fait émerger une valeur précise, mais que ce processus, cette émergence, soit en fait parfaitement déterministe. En résumé, l'indétermination qu'on observe expérimentalement n'est pas un argument permettant de trancher sur la question de l'indéterminisme. Le deuxième argument en faveur d'un indéterminisme fondamental dont vous avez sans doute entendu parler tourne autour de l'idée de variables cachées et de l'impossibilité d'expliquer certains résultats avec un tel système. Une variable cachée, c'est simplement l'hypothèse qu'il y aurait des paramètres dans l'infiniment petit dont on ignore les valeurs et que ceci serait suffisant pour expliquer l'aléatoire expérimental. Mais historiquement, l'expression variable cachée est plutôt associée à d'autres questions que celle du déterminisme. Et ces questions tournent autour d'un phénomène étrange de la mécanique quantique, l'intrication. L'intrication, on en a déjà parlé ensemble dans l'épisode éponyme et dans l'introduction de celui sur la téléportation quantique. C'est un état particulier d'au moins deux particules, une sorte de manière de les lier ensemble. Dans certains schémas expérimentaux impliquant l'état d'intrication, remarqués initialement en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen dans leur célèbre paradoxe EPR, il est possible de faire apparaître des corrélations à distance pour le moins problématiques. Voici à quoi ressemble le schéma spatial et causal d'une expérience d'intrication. À un certain endroit de l'espace, une paire de particules, dans cet état spécial d'intrication, est créée. Les particules sont ensuite envoyées dans des régions distantes l'une de l'autre, chacune dans leur laboratoire. À ces deux extrémités, les expérimentateurs auront un choix à faire. Le choix de ce qu'on décide de mesurer sur la particule qui vient d'arriver. Par exemple, choisir entre un axe parmi deux possibles pour mesurer le spin. Et à l'issue de cette mesure, chacun obtient une valeur. Ce que la théorie quantique prédit, ce sont des corrélations étranges entre les choix de mesure et les valeurs mesurées de part et d'autre. Pour un exemple de telle corrélation étrange, je vous invite à vous référer au 4e cas d'Alice et Bob dans l'épisode sur la téléportation quantique. Pourquoi ces corrélations seraient-elles étranges? Eh bien parce que de prime abord, ça semble remettre en cause l'hypothèse de localité, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse construire une théorie de la physique capable de prédire indépendamment l'évolution dans des régions distantes de l'espace. Avoir une corrélation entre des objets séparés n'est pas nécessairement un problème. Si je prends une paire de mes chaussures, que je mets une chaussure dans une boîte, que j'envoie au pôle nord, l'autre chaussure dans une boîte que j'envoie au pôle sud, il est normal, lorsqu'on observe le contenu de chaque boîte, d'observer des résultats opposés. Si au pôle nord on voit la chaussure droite, on saura instantanément qu'à l'autre pôle, c'est la chaussure gauche. Ça nous amène à la question qui a animé les scientifiques autour des corrélations prédites par l'état d'intrication. Sommes-nous, dans le cas des boîtes de chaussures, avec des variables cachées locales qui préexistent à la mesure, les chaussures dans chaque boîte, ou sommes-nous réellement en train de constater que la physique est non locale? Formulée plus précisément, la question est donc, peut-on sauver l'hypothèse de localité par un système de variables cachées? En 1964, John Bell met au point un argument statistique pour trancher cette question. Et en 1982, Alain Aspect en fait la première réalisation expérimentale.
et les résultats sont sans appel. Comme dans le théorème de Cauchy et Specker, on a affaire ici à un cas avec absence de réalisme. On ne peut pas parler des résultats de mesures dans chaque laboratoire avant que les mesures ne soient faites. C'est nécessairement au moment de la mesure que les choses se décident. C'est donc différent de l'analogie des boîtes de chaussures, et la nouveauté par rapport à Cauchy et Specker, c'est que ces décisions au moment de la mesure impliquent des régions éloignées de l'espace. Autrement dit, à la question « Peut-on sauver l'hypothèse de localité par un système de variables cachées ?», la réponse est non. Si vous souhaitez avoir davantage de détails sur comment ceci se démontre, je vous invite à consulter l'épisode sur l'intrication. Revenons à la question qui nous intéresse sur l'indéterminisme de la réalité. Ceci semble trancher le débat. En effet, les partisans du déterminisme expliquent l'aléatoire observé par un système de variables cachées, et les résultats expérimentaux utilisant l'argument de Bell semblent dire que les variables cachées, ça ne marche pas. Mais là encore, il s'agit d'un glissement sémantique. Ce qui ne marche pas, c'est le sauvetage de l'hypothèse de localité par une explication à base de variables cachées locales, donc. Oui, c'est parfaitement vrai qu'une théorie à variables cachées locales déterministe n'explique pas les observations, mais une théorie locale indéterministe ne les explique pas non plus. Ce qu'on est contraint d'abandonner, c'est le mot local, et si on l'abandonne, le débat entre déterminisme et indéterminisme reste pour le moment ouvert. En résumé, contrairement à des idées répandues, ces deux aspects majeurs de la physique quantique ne permettent pas de trancher sur la question de l'indéterminisme. D'un côté, l'indétermination des observables, c'est-à-dire le fait de considérer qu'en dehors des mesures il n'y a pas de sens à parler de leur valeur, n'est pas incompatible avec l'idée de déterminisme. Comme on l'a vu, il se pourrait très bien que ces observables soient des grandeurs émergentes, qu'une mesure soit ce qui initie cette émergence, et que les mécanismes en jeu dans ce processus soient parfaitement déterministes. L'erreur est donc simplement de rapprocher le terme indétermination du terme indéterminisme de par leur ressemblance. L'autre argument rappelle que les partisans du déterminisme justifient l'indéterminisme apparent par un système de variables cachées, et rappelle également que les résultats de Bell concluent que les variables cachées ne peuvent sauver l'hypothèse de localité. Ensuite, ceci se transforme abusivement en « les variables cachées, ça ne marche pas » et on conclut de manière erronée que le monde ne peut pas être déterministe. Sans cette erreur logique, la seule hypothèse qu'on était réellement contraint d'abandonner est en fait la localité. Ainsi, pour le moment, l'indétermination et les résultats de Bell sur la non-localité peuvent aussi bien coexister avec une conception déterministe de la physique qu'avec une conception indéterministe. Mais la non-localité n'a pas encore dit son dernier mot. Une théorie physique peut être dans trois cas. Cas 1, elle peut être locale, c'est-à-dire qu'elle peut prédire ce qui se passe dans des régions distantes de manière indépendante. Parmi les théories qui ne le sont pas, non locales donc, il y a deux cas. Celle qui autorise la possibilité de transmettre de l'information entre des points distants de l'espace-temps à des vitesses arbitrairement élevées, on parlera de théorie avec communication, et celles qui ne le permettent pas. Ce dernier cas peut sembler étonnant. On a du mal à concevoir comment une théorie pourrait à la fois être non locale et à la fois ne pas permettre de transmission d'informations à distance. Je vous propose un dispositif qui illustre ce cas. Alice et Bob disposent chacun d'une boîte. À l'intérieur de chaque boîte, il y a une diode qui peut s'allumer en rouge ou en bleu. Les deux boîtes sont initialement fermées. Lorsque l'un des deux ouvre sa boîte, les lois physiques dans cet univers fictif choisissent aléatoirement une couleur et allument les deux diodes de cette couleur. Avec une telle description, on a affaire ici à une théorie non locale, car les deux boîtes sont distantes l'une de l'autre, s'allument avec une couleur aléatoire, et celle-ci doit être la même dans les deux boîtes. Et pourtant, ni Alice ni Bob ne peuvent utiliser ce mécanisme non local pour transmettre de l'information, pour communiquer, car ils ne peuvent pas influencer la couleur choisie. Et de leur point de vue, que l'autre ait ouvert sa boîte ou non, leurs observations seront les mêmes. L'argument sur la question de l'indéterminisme qu'on va voir maintenant tourne autour de cette distinction entre théorie non locale avec communication et théorie non locale sans communication. Les théories avec communication sont relativement pathologiques lorsqu'on tente de les réconcilier avec la relativité, car une communication, c'est une propagation de la causalité, avec la cause côté émetteur et la conséquence côté récepteur.
Seulement le problème, c'est qu'en relativité restreinte, on peut changer d'observateur, et ceci va changer les dates et les positions de perception des événements. Et lorsqu'on s'autorise une causalité plus rapide que la lumière du point de vue d'un observateur, la relativité nous dit que du point de vue d'un autre observateur, cette causalité sera vue dans l'ordre temporel inverse, avec pour lui la conséquence qui précède la cause. C'est ici que réside l'incompatibilité entre théorie avec communication et relativité. Le problème des théories déterministes, c'est qu'on peut démontrer mathématiquement qu'il serait impossible d'expliquer le résultat de Bell sans autoriser de communication. Au mieux, cette communication peut être cachée, inaccessible des expérimentateurs, mais elle doit être présente. C'est le résultat important. Les théories non locales déterministes sont des théories avec communication arbitrairement rapide. Et donc, le phénomène dont on vient de parler s'applique. Certains observateurs pourraient parfois voir les conséquences avant leur cause. A l'inverse, avec une théorie non locale indéterministe, on peut éviter ces communications distantes, se placer dans le cas étrange non local mais sans communication. L'indéterminisme nous permet en quelque sorte d'effacer suffisamment de choses pour invalider tout transfert d'informations, tout en gardant suffisamment pour permettre les corrélations observées. Bien sûr, on pourrait imaginer la même chose dans la version déterministe, qu'un bruit ambiant, chaotique, rende ces communications inutilisables en pratique. Mais le problème, c'est qu'elles doivent être bien là, même cachées, et entre des points distants de l'espace-temps. D'une part, ça implique tous les problèmes qu'on a évoqués vis-à-vis de la relativité, et d'autre part, il faudrait expliquer pourquoi ces communications distantes, sous-jacentes, nous sont en pratique inaccessibles comme on le constate expérimentalement. On semble ici avoir le premier réel argument en faveur d'un indéterminisme fondamental. Toute théorie déterministe, en accord avec les observations, serait une théorie avec communication sous-jacente, avec des arcs de causalité reliant des événements distants de l'espace-temps que certains observateurs verraient remonter le temps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt pathologique. Mais le déterminisme n'a pas dit son dernier mot, car tout ceci repose sur la démonstration de non-localité de la physique, conclue par le théorème de Bell. Et ce théorème, il fait des hypothèses. Une des plus importantes est celle d'indépendance des choix réalisés de part et d'autre. Pour conclure ce qu'il conclut, le théorème de Bell se base sur des statistiques, et ceci n'a de sens que si on peut supposer les choix de mesure réalisés de part et d'autre et l'événement de création de la paire indépendants entre eux. L'objection qu'on peut faire ici, c'est que dans un monde déterministe, même les choix réalisés de part et d'autre sont la conséquence inévitable et unique du passé de l'univers. Et donc, un événement suffisamment éloigné dans ce passé peut causalement influencer les trois événements importants, la création de la paire et les deux choix de mesure, sans nécessairement dépasser la vitesse de la lumière. Ces événements ne seraient donc pas aussi indépendants qu'on aimerait. Dans cette vue, les corrélations observées ne seraient qu'un artefact mathématique, une illusion, basée sur une déduction fausse, faisant des statistiques depuis des choix supposés indépendants, là où en fait ils ne le sont pas assez. Cette interprétation, nommée superdéterminisme, est très séduisante et particulièrement compatible avec la relativité. C'est une théorie sans communication, car elle conclut que ce qu'on pense avoir lieu au moment de la mesure est la conséquence d'un mécanisme à variable cachée locale. On ne vit que l'illusion de non-localité en se heurtant aux limites d'un raisonnement statistique dans un monde déterministe dans lequel on ne peut pas réellement faire de choix. En résumé, deux vues pertinentes s'affrontent ici. L'une considère le raisonnement de Bell comme valide, considère que les explications déterministes nécessitant des communications cachées seraient trop pathologiques, d'une part parce que vis-à-vis de la relativité, elle crée de la causalité qui remonte le temps, d'autre part parce qu'il faudrait expliquer pourquoi ces communications cachées seraient aussi bien isolées et inutilisables en pratique. Cette approche conclut donc en faveur d'un indéterminisme fondamental. Cependant, on peut noter que bien que l'indéterminisme évite ici certains problèmes, il vient tout de même avec sa dose d'étrangeté bien à lui. Dans cette vue, il faut considérer que les choix de mesure de chaque expérimentateur viendraient comme régler les paramètres d'une loterie aléatoire hors de l'espace et du temps, et que cette loterie produise les résultats de mesure observés dans des régions distantes de l'espace. C'est donc une vue où causalité, communication, non-localité et hasard s'agencent d'une façon particulièrement exotique. L'autre vue, le superdéterminisme, critique une des hypothèses de Bell, considère les observations de corrélation comme des artefacts
issus de choix de mesure qui ne sont pas suffisamment indépendants du reste du dispositif. C'est une explication qualitative séduisante, mais elle vient avec plusieurs problèmes. D'une part, l'argument statistique de Bell est souvent valable même dans une théorie déterministe, car pour pouvoir faire des statistiques, il suffit d'une certaine forme d'indépendance qu'on aura très souvent même dans des systèmes déterministes du moment qu'ils sont suffisamment chaotiques. Il faut donc trouver les spécificités d'une théorie déterministe qui justifie que l'argument de Bell soit invalide. D'autre part, les statistiques observées suivent toujours le même modèle, celui de la théorie quantique établie. Et ceci est très étrange dans une approche superdéterministe, car les expériences sont nombreuses, les dispositifs très différents de l'une à l'autre, les sources de hasard également, et il devient difficile de justifier que malgré cette variété de réalisations, le passé de l'univers garantisse toujours exactement les mêmes corrélations entre les choix de mesure pour justifier cette régularité statistique au niveau des résultats. En résumé, il vous faut choisir entre une théorie indéterministe aboutie et quantitative, mais venant avec des aspects très exotiques, et une théorie déterministe qualitative, séduisante sur plein d'aspects, mais où beaucoup reste à construire. Je vous invite à choisir votre favorite dans le sondage du commentaire épinglé. Cet épisode est maintenant terminé. Ici, on s'est focalisé sur la question du déterminisme et sur seulement quelques arguments autour de cette question. Je vous encourage à consulter les épisodes liés aux notions abordées ici en route, comme celui sur l'intrication, celui sur la téléportation quantique qui en parle également, celui sur le spin, ainsi que les nombreux épisodes autour de la relativité et de la structure de l'espace-temps. Vous trouverez tout ceci en fiche et en description. Vous pouvez soutenir Pascience sur Tipeee, Twitter et Facebook, et surtout en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.